Yves Wanquin, merci de nous recevoir ici au musée des Arts et Métiers. Je vais retracer un petit peu votre parcours pour nos téléspectateurs. Vous avez étudié à l'Université de Liège, dans la Belgique, votre pays natal. C'est de là que vous êtes parti pour les États-Unis et l'Université de Pennsylvanie. En Amérique, vous baignez dans cette effervescence des sciences humaines et sociales, où les travaux de Bateson, Hall, Václavic, Goffman et bien d'autres s'entrecroisent et forment les bases des sciences de l'information et de la communication modernes. Vous contribuez grandement à les introduire en Europe, francophone et pas que. Vous avez également enseigné à l'Université de Liège, à l'École normale supérieure de Lyon, dont vous avez été directeur adjoint. Par la suite, vous avez rejoint le Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Vous étiez venu au CELSA en décembre à l'invitation d'Olivier Haïm et vous nous aviez invité à venir échanger ici, au musée des arts et métiers, dont vous avez été nommé directeur il y a 3 ans de cela. D'ailleurs, cette notion de communication, quelle est l'histoire, le parcours de ce mot ? Mine de rien, il est moins simple qu'on le croit. Si on démarre au Moyen-Âge, quand la langue française commence à se détacher de la langue latine, on s'aperçoit que le mot est communus, communier, et qu'en fait les deux mots, communication et communier, sont très semblables, sont même synonymes. Et quand on va du côté des sens séculiers, on trouve un mot comme communier, avec ER, c'est un fermier qui met, par exemple, ses bêtes en partage avec d'autres paysans dans le même pré. Donc il y a la notion vraiment de partage. Et puis au fil des siècles, on va voir se détacher un des sens du mot qui est celui de la chose mise en partage, c'est-à-dire transmise. Et ce sens est arrêté au 19e, la communication devient un synonyme de transmission. Et aujourd'hui encore, dans cette salle même où nous nous trouvons, quand on dit domaine de la ou des communications, souvent avec S, cela veut dire domaine des techniques de transmission des messages. Et on le voit bien ici, c'est illustré de très, très nombreuses façons. Et ce n'est que depuis quelques années, et peut-être sous l'influence de cette réflexion autour du concept de communication, qu'on voit revenir une très ancienne acception, celle du Moyen-Âge, celle du partage, de la mise en commun. Ce qui a amené par exemple un Burt Wissel, qui avait été mon patron, mon directeur de mémoire de maîtrise aux États-Unis, à dire comme on ne partage, on ne communique pas, on est dans la communication. C'est-à-dire, on est dans une société, et donc du coup, que vous le vouliez ou non, l'intention n'a rien à voir avec, pour lui, la communication, on fait avec la communication. Ce qui va vraiment à l'encontre de ce qui est devenu l'acception dominante, c'est-à-dire qu'on fait naître la communication au travers de l'idée qu'on envoie littéralement une bulle à autrui, qui la réceptionne, qui l'ouvre, comprend ce qu'on vient de lui dire, qui fait sa bulle à nouveau et qui la renvoie au premier émetteur. Pour Burt Wissel, rien de tout ça. On était dans le même grand bain. Voilà. Pas de modèle cybernétique de Weiner, pas de modèle linéaire de Shannon. Alors évidemment, Burt Wissel à l'époque était dans un travail presque militant pour opposer Shannon à son propre modèle, en disant Shannon n'a rien compris. C'était presque science dure contre science humaine et sociale. Il faut dire, on n'a rien contre Shannon, et rien contre le modèle télégraphique, puisque nous avons eu ici même, dans cette salle, à 50 mètres d'ici, une exposition sur Claude Shannon, qui était né en 1916, et donc 100 ans plus tard, on a voulu, avec l'Institut Poincaré, dirigé à l'époque par Cédric Villani, célébrer ce très très grand savant. C'est sans doute une des plus fortes personnalités scientifiques du XXe siècle. Et donc, il ne faudrait pas le réduire à son modèle, et qui plus est, à un mauvais modèle de la communication. Shannon nous a proposé, au travers de son modèle, une percée dans la conceptualisation de la communication qui reste totalement exceptionnelle. Mais Burt Wissel, à l'époque, quand j'étais étudiant chez lui, il y a maintenant une 40aine d'années, voulait lui aussi faire percer son modèle, et il avait besoin d'une opposition
un peu rude, un peu systématique. Et donc il nous construisait son modèle par opposition à celui de Shannon. Aujourd'hui, je pense qu'il faut pouvoir rendre à Shannon ce qui appartient à Shannon, d'ailleurs nous l'avons fait avec cette exposition, et rendre à Birtwistle ce qui lui revient également, et comprendre que les deux modèles, au fond, ont chacun leur utilité. Je vous propose qu'on creuse cette utilité du modèle de Shannon. Ah, je vous en prie. On va reprendre cette discussion dans votre bureau. En 1980, vous publiez La Nouvelle Communication, qui va populariser le modèle d'une communication comme un processus social permanent et polymorphe. C'est l'avènement de ce que vous présentez sous l'analogie de la communication orchestrale. Ce faisant, vous remisez le modèle de Shannon, que vous illustriez par l'analogie télégraphique, même si vous rendez encore hommage à Shannon, vous venez de nous montrer dans la galerie. L'évolution technologique des médias a entraîné une inflation des échanges interpersonnels entre agents identifiés, je pense aux courriels, SMS ou aux services de messagerie instantanée. Sans nier l'aspect primordial de l'interactionnisme, peut-on affirmer que le modèle linéaire de Shannon est dépassé? C'est un petit peu comme s'il revenait, au travers justement des nouvelles technologies. Je veux dire, presque 40 ans plus tard, si je devais refaire la nouvelle communication aujourd'hui, je pense que je ne pourrais plus opposer aussi radicalement, d'un côté les mauvais, on va dire, ceux qui tiennent encore à Shannon, et les bons, ceux qui ont compris la vérité avec un grand V, Bateson, Birtwistle, machin. Bon. Non, quand moi j'ai découvert cette approche, l'orchestre, le télégraphe, j'étais assez fasciné parce que je comprenais enfin. Mais aujourd'hui, à la fois parce que je pense qu'il faut se montrer moins radical, et aussi parce que l'évolution technologique l'impose, il faut pouvoir dire que si nous sommes toujours dans un modèle orchestral, il y a aussi toute une série, une myriade de petits Shannon à l'intérieur du grand modèle orchestral. Et on pourra aller plus loin et dire qu'au travers des SMS, des tweets, des trucs qu'on s'envoie en permanence, c'est un petit peu comme si on était effectivement dans ce bain permanent de communication, mais tous ces tweets sont intentionnels. Birtwistle ne voulait pas de l'intentionnalité dans son modèle. Et pour lui, en quelque sorte, c'est pas qu'on se laissait faire, mais on était fait par la communication. Alors qu'aujourd'hui, il faut pouvoir articuler une intentionnalité interpersonnelle. Bon, de temps en temps, c'est vrai qu'on dirait que le téléphone marche tout seul et il envoie un tweet, et puis bon, le copain vous appelle en disant « tu m'as envoyé quelque chose ». Ah non, la bestiole a réagi, on ne sait pas trop comment. Ça, c'est des accidents techniques. Mais globalement, vous savez ce que vous faites quand vous envoyez un message. Et il y en a en permanence. Donc, l'idée d'une permanence nous amène dans le bain. Donc, on retrouve un peu le fameux orchestre. Mais c'est un orchestre qui se réintentionnalise, si vous voulez. En tout cas, au niveau des échanges verbaux. Le reste, le corps, l'espace entre nous, la temporalité qu'on se donne, on contrôle un peu, mais pas trop. Et c'est très bien comme ça. Parmi les nombreux chercheurs que vous associez au sein d'un collège invisible, vous avez particulièrement approfondi les travaux d'Erving Goffman. Peut-on voir dans la coupe agentielle que propose Yves Citon lorsqu'il traite des médias un prolongement du concept de cadre de Goffman? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce concept de cadre d'Erving Goffman? Concrètement, on est dans un cadre. Il y a une caméra qui tourne. Oui. Et nous faisons comme si nous étions simplement en train d'échanger. Mais si vous étiez venu simplement pour discuter en disant « voilà, j'aimerais bien prolonger l'intervention que vous avez faite au CELSA », je suis sûr que nous nous parlerions différemment parce que la caméra ne serait pas là. Oui. Et donc, la caméra a installé un cadre qui fait qu'il y a, comme dirait Goffman, une surmodalisation. C'est-à-dire qu'il y a une première réalité qui est celle de notre échange, et il y a une seconde réalité qui est celle que la caméra nous impose, parce que nous savons l'un et l'autre que notre interaction ne se terminera pas ici, elle va être disséquée peut-être pour un montage, et puis elle va être envoyée, et X personnes nous regarderont. Donc c'est ça le cadre. C'est tout ce qui constitue la définition même de la réalité de la situation. Et je dirais que la caméra est un des éléments qui définit la réalité de ce que nous sommes en train de vivre pour l'instant. Anthropologues, psychiatres, linguistes, sociologues, les disciplines d'origine des chercheurs du Collège Invisible sont multiples et diverses.
les sciences de l'information et de la communication ont longtemps été réduites à un carrefour de disciplines ou une transdiscipline. Ont-elles aujourd'hui acquis leur souveraineté, leur légitimité? Vous aurez noté le parti pris dans ma question. Oui, c'est un débat éternel. Hein. Depuis que les SIC sont SIC, depuis qu'elles ont été institutionnalisées, depuis qu'elles existent en France au travers du CNU, du Conseil national des universités, ça fait maintenant plus d'une génération de chercheurs qu'on s'interroge sur leur spécificité, leur originalité. Est-ce qu'elles sont juste un paquet d'emprunts à différentes disciplines des sciences humaines, sinon encore parfois d'autres domaines? Est-ce qu'elles ont au fil des années réussi à se constituer un corps, C-O-R-E comme on dit en anglais, c'est-à-dire un corpus ou un noyau tel qu'elles doivent de moins en moins aux autres? J'en sais rien moi-même. Que l'on arrive aujourd'hui encore avec une discipline un peu hybride, qui est d'un pied dans la pratique professionnelle, ce qui sera sans doute votre cas dans quelques années, et d'un autre pied, soit dans la réflexion et la construction théorique, ça me va aussi. Et là où il y a quelques années encore on disait « Ah non, ça va pas comme ça, il faut vraiment qu'on ait notre propre plateforme théorique, conceptuelle et méthodologique et machin », je dis aujourd'hui, alors qu'on réfléchit à nouveau sur ce qu'est l'université, sur ce qu'est la transmission d'une génération à l'autre par le relais d'une institution comme la fac, eh bien je trouve qu'une discipline ou qu'un secteur un peu comme ça, encore une fois hybride, c'est pas mal. Hein. En clair, s'il fallait réinventer les sciences de la com, c'est sans doute comme ça qu'on les réinventerait aujourd'hui. Donc moi je ne vais pas m'interroger éternellement sur leur statut théorico-épistémologique. C'est bien comme ça. Vous nous avez parlé de l'enchantement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous avez aiguisé notre curiosité avec cette notion. À la fois c'est tout simple. Je pars d'un mot de la langue courante et j'essaie, comme on le fait souvent en sciences humaines et sociales, de le faire monter, de l'affiner et d'en faire progressivement un concept. C'est-à-dire qu'il puisse analyser des situations assez diverses. Alors, je prends d'un côté ce que j'appelle moi des ingénieurs de l'enchantement, ce sont des professionnels qui organisent des suspensions volontaires de l'incrédulité. Je le dis, willing suspension of disbelief. C'est une formule qu'on trouve dans une lettre du 18e d'un poète anglais, un autre poète anglais, et ça m'a toujours frappé en me disant suspension volontaire, non pas de la crédulité, mais de l'incrédulité. C'est-à-dire, comment croire à nouveau au Père Noël? Quand vous allez à Disneyland avec votre petit frère, votre petite sœur, et que vous tombez sur Mickey, vous ne dites pas au gars, sincère condoléance, mon vieux, c'est pas trop lourd, la tête en carton, là? Non, vous allez dire, bonjour Mickey. Et l'autre va dire, oh, derrière sa grosse tête en carton. Et c'est ça l'enchantement qui naît. Vous avez un dispositif qui amène des jeunes à se retrouver, et c'est costaud, ils ne peuvent pas le faire plus de demi-heure tellement il fait chaud là à l'intérieur, paraît-il, à faire comme si, et nous-mêmes, et c'est ça où dans suspension il y a volontaire, nous-mêmes comme spectateurs, nous nous engageons et nous contribuons à faire monter l'incrédulité, c'est-à-dire à faire monter la crédulité, c'est-à-dire que nous suspendons la crédulité. C'est ça l'enchantement. C'est un processus où il faut au moins être deux, et derrière les deux, il y a tout un système, et du coup, quelque chose se passe. Quelque chose se passe lors d'une croisière. Quelque chose se passe évidemment au théâtre. Quelque chose se passe dans une manifestation de relations publiques où subitement on est tous copains. Bon, et ainsi de suite. Quelque chose se passe ici, au musée aussi? Oui, un musée peut être vu comme un lieu de suspension volontaire de l'incrédulité, parce qu'il y a une sorte de suspension du temps. À un moment donné, vous ne savez plus si vous êtes au 21e ou si vous remontez au 19e, sinon au 18e. Il faut des lieux dans une société. Je veux dire que les bibliothèques sont des lieux aussi où les temps sont suspendus. Les églises l'étaient auparavant, et ce musée, comme tout musée, tient encore par certains aspects de l'église. D'ailleurs, nous en avons une, mais vous remarquerez que les gens marchent lentement, que la plupart, au moins des touristes français, des visiteurs français, parlent à voix basse, pas le cas des Chinois ou d'autres qui n'ont pas les mêmes codes culturels que nous, mais nous, l'influence, encore une fois le cadre qui joue, le cadre de l'église, quand bien même c'est une église totalement sécularisée, joue,
et nous retrouvons au fond les fondements du musée qui sont quelque part religieux ou liturgiques. Et l'enchantement joue dans le fait où nous sommes dans un entre-deux, et nous-mêmes, comme visiteurs, nous voulons maintenir cette illusion bien fondée. Et on retrouve là les travaux de Citon. Dans ce musée des arts et métiers, impossible de ne pas parler d'innovation, car comme vous le dites, c'est un musée d'innovation médiale ou même métamédiale, pour reprendre les termes d'Yves Citon. Les robots de discussion programmés, chatbots ou l'intelligence artificielle devraient profondément bouleverser nos modes de production, nos modes de consommation et même donc nos modes de conversation. Je ne vais pas vous demander de prédire un déclin ou un avènement de modèles de communication, mais peut-être vous demander quelle peut être la perspective d'intégration de ces thématiques dans les champs de recherche de notre discipline. C'est des univers dans lesquels je suis aussi béotien que la plupart d'entre nous, même si c'est ici au musée que Cédric Villani s'est vu confier par le Premier ministre son rapport sur l'intelligence artificielle, ce qui était aussi pour nous un signe que le Premier et l'État derrière lui attendent du musée de jouer un rôle dans la diffusion d'une nouvelle culture scientifique et technique qui passera nécessairement par l'intelligence artificielle. Et vous n'avez qu'à voir le déferlement aujourd'hui de documents et de documentaires sur l'intelligence artificielle pour sentir que quelque chose est en train de se passer. À nouveau, je dirais, parce que l'IA, c'est pas d'hier matin, je veux dire, mais elle revient, c'est le terme qu'on emploie, donc on va faire avec. Alors, est-ce que j'ai une réponse à votre question sur le bouleversement des modèles ou sur la réécriture des modèles théoriques de façon à prendre pleinement en charge ce que va nous apporter l'IA d'ici quelques années? J'ai pas le modèle, objectivement. Ce sera peut-être à vous de le construire. Moi, j'essaye de suivre autant que je le peux l'information, mais c'est encore une information de base. Et je vous avoue que je n'ai pas de modèle tout cuit. En tout cas, vous ne verrez pas dans la bibliographie du rapport de Villani, il n'y aura pas d'article de ma part sur la question. Je suis loin d'être en mesure d'écrire quelque chose de cohérent et d'original sur la question. Je suis, tant que je peux. D'accord. Mais c'est à nous aussi, musée, c'est notre responsabilité collective de faire en sorte que le public puisse lui aussi suivre autant qu'il le peut. Milad Douéhi, que vous connaissez puisqu'il est déjà venu au CELSA quelques fois, est un philosophe, chercheur non pas en intelligence artificielle, mais en numérique. Il avait, et il a encore au Bernardin une chaire sur numérique et société. Et chez nous, il fait un séminaire de science-fiction tous les mois. Et c'est peut-être dans des ouvrages prémonitoires de science-fiction que l'on pourra envisager les contours de ce que l'IA pourra nous apporter. Et il ne faudrait pas croire que l'IA c'est juste Hall ou d'autres robots malfaisants, c'est beaucoup plus sophistiqué que cela. Et c'est précisément le message de Milad Douéhi. Je ne saurais trop vous inviter à y venir, mais il faut lire un bouquin par séance, tous les mois. Bon, et souvent c'est un bouquin en anglais, je donnerai la programmation, le programme. Bien, je pense que, vous voyez, un musée, là aussi, c'est un lieu où tiens, ça va bien. C'est un lieu où on pourra proposer des séminaires de pointe sur des sujets d'actualité pour réfléchir collectivement à un avenir plus ou moins proche. Toujours ce lieu de rencontre qui fasse rencontrer les personnes et les savoirs. Ouais. Et on est non plus dans un modèle, on pourrait presque dire télégraphique, entre l'objet et le visiteur individuel. Je vais le replacer. On est beaucoup plus dans un modèle orchestral où on est tous ensemble face à un ensemble d'objets. On est plus dans un partage, un modèle de partage qu'un modèle de transmission. Je crois que là, il y a quand même quelque chose qui se maintient. Merci beaucoup à vous, Yves Oinquin, directeur du musée des Arts et Métiers, pour cet entretien que vous nous avez accordé. Merci au musée des Arts et Métiers et à ses équipes que vous nous avez présentées pour leur accueil dans ce lieu d'exception que l'on vous engage à venir visiter. Un grand merci également aux équipes audiovisuelles du CELSA, à la direction de Fast & Curious, à Sacha pour la réalisation. N'hésitez pas à nous soutenir en aimant et en partageant la vidéo. Et évidemment, allez consulter le site fastandcurious.fr.
C'était Fast and Curious, à vous les studios.